En cet été 1850, dans le comté du Dorset, au sud de l'Angleterre, se dressait un domaine que les habitants des villages alentours évitaient de mentionner. Ravenswood Manor. Une bâtisse immense aux pierres grises, entourée de forêts denses et de collines qui semblaient l'isoler du reste du monde. Officiellement, c'était un pensionnat pour jeunes veuves de la haute société britannique. Un lieu de repos, de recueillement, où des femmes endeuillées venaient se remettre de la perte de leurs époux. Voilà ce que disaient les registres officiels. Voilà ce que répétaient les notables du comté quand on leur posait la question. Mais les paysans qui travaillaient dans les champs environnants racontaient une toute autre histoire. Ils parlaient de cris étouffés qu'on entendait certaines nuits, de silhouettes qu'on apercevait aux fenêtres à des heures impossibles. Et surtout, ils parlaient des hommes. Ces hommes noirs qu'on voyait arriver chaque été dans des voitures fermées et qu'on ne revoyait jamais repartir. Où allaient-ils? Personne n'osait vraiment chercher la réponse. Lady Constance Blackwood dirigeait Ravenswood Manor depuis 1842. Veuve du marquis Aldrich Blackwood, elle avait hérité d'une fortune considérable à la mort de son époux, survenue dans des circonstances que les médecins avaient qualifiées de naturelles, malgré quelques détails troublants. Le marquis était un homme brutal, connu pour sa cruauté envers ses domestiques et son mépris total pour son épouse. Quand il était mort à 53 ans, étouffé dans son sommeil, parce que le médecin avait appelé une congestion pulmonaire soudaine, Lady Constance n'avait pas versé une seule larme. Elle avait attendu 6 mois, le temps convenable pour une veuve de son rang, puis elle avait transformé l'aile ouest du manoir en ce qu'elle appelait un refuge pour les âmes blessées. Les premières pensionnaires étaient arrivées au printemps 1843, toutes veuves, toutes riches, toutes avec ce même regard que Constance connaissait si bien, celui de femmes qui avaient passé des années sous le joug d'hommes qu'elles n'avaient pas choisi et qui découvraient soudain le goût enivrant de la liberté. En cet été 1850, elles étaient 8. 8 veuves qui formaient ce qu'elles appelaient entre elles l'ordre du lys noir. Ce nom, elles l'avaient choisi lors d'une nuit d'orage, 3 ans plus tôt, quand elles avaient décidé de ne plus jamais se soumettre à qui que ce soit. Lady Constance Blackwood était la plus âgée, à 45 ans. C'était elle qui avait tout organisé, tout pensé, tout prévu. Son visage gardait les traces d'une beauté passée, mais ses yeux gris avaient cette dureté que seules les années de souffrance silencieuse pouvaient forger. Elle ne souriait presque jamais, sauf quand elle contemplait son œuvre. Lady Helena Sterling n'avait que 27 ans. Blonde aux yeux clairs, elle était la plus jeune du groupe. Mariée à 16 ans au comte de Sterling, un homme de 40 ans son aîné, elle était devenue veuve à 24 ans quand le comte avait succombé à une fièvre après un voyage aux Indes. Helena n'avait connu que la soumission durant son mariage. Elle était venue à Ravenswood pour apprendre autre chose. Lady Rosalind Ashcroft avait 32 ans. Housse, le regard perçant, elle avait été battue pendant 10 ans par le baron Ashcroft avant qu'une chute de cheval ne le tue. Certains murmuraient que la sangle de sa zèle avait été sabotée. Personne n'avait jamais pu le prouver. Rosalind ne parlait jamais de cette journée-là. Lady Beatrice Cromwell, 35 ans, avait empoisonné son mari. Elle ne s'en était jamais cachée auprès des autres membres de l'ordre. Lord Cromwell avait violé 3 de leurs servantes, et quand l'une d'elles s'était retrouvée enceinte, il l'avait fait enfermer dans un asile pour hystérie. Béatrice avait attendu le moment propice, puis elle avait versé de l'arsenic dans son porto, soir après soir, en doses infimes, jusqu'à ce que les médecins diagnostiquent une maladie du foie. Lady Evangeline Norton avait 30 ans. Brune au trait fin, elle avait été mariée à un amiral de la Royal Navy qui passait plus de temps avec ses matelots qu'avec son épouse. Quand il était mort lors d'une tempête en mer du Nord, elle n'avait même pas eu de corps à enterrer. Juste une lettre officielle et une pension de veuve. À Ravenswood, elle cherchait à combler le vide d'années de solitude conjugale. Lady Prudence Hartley, 29 ans, était la plus discrète du groupe. Son mari, un pasteur respecté du Yorkshire, prêchait la vertu le dimanche et la battait le reste de la semaine. Il était mort d'une attaque cardiaque dans les bras de sa maîtresse, une lavandière du village. Prudence avait dû supporter l'humiliation publique des funérailles, les condoléances hypocrites, les regards en coin. Elle était venue à Ravenswood pour oublier, et pour faire payer aux hommes
ce qu'un homme lui avait fait subir. Lady Dorothea Sinclair et Lady Millicent Crawford étaient cousines, toutes deux veuves de frères Sinclair, deux industriels du textile morts à quelques mois d'intervalle dans des circonstances similaires. Officiellement, une épidémie de choléra. Officieusement, les rumeurs parlaient d'arsenic dans le thé du soir. Les deux cousines ne confirmaient ni ne démentaient jamais ces rumeurs. Elles se contentaient de sourire. Toutes avaient été des épouses obéissantes. Toutes avaient subi. Toutes avaient attendu la mort de leur mari comme on attend la fin d'une tempête. Et maintenant, elles voulaient reprendre ce qu'on leur avait volé. Le système était simple, mais d'une cruauté méthodique. Chaque année, au début de l'été, Lady Constance faisait appel à ses contacts. Un réseau d'intermédiaires qui s'étendait de Liverpool aux plantations de Louisiane et de Géorgie. Des hommes sans scrupules qui trafiquaient des êtres humains comme d'autres trafiquaient du coton ou du tabac. L'Angleterre avait officiellement aboli la traite des esclaves depuis 1807 et l'esclavage lui-même dans toutes ses colonies depuis 1833. Mais les lois, comme Constance aimait le répéter, étaient faites pour ceux qui n'avaient pas les moyens de les contourner. Avec suffisamment d'or, on pouvait acheter n'importe quoi, ou n'importe qui. Les esclaves arrivaient avec des papiers falsifiés qui les présentaient comme des domestiques engagés sous contrat. Des serviteurs venus des Caraïbes ou d'Afrique, soi-disant libres de leur statut, qui auraient accepté de travailler contre un salaire. La fiction était parfaite. Les registres du comté portaient leurs traces, tamponnés par Lord Whitmore, le magistrat local, qui fermait les yeux en échange de certaines compensations. Depuis 1843, 7 hommes étaient passés par Ravenswood Manor. Aucun n'avait tenu plus de 3 mois. Le premier s'appelait Youssouf, 30 ans, originaire du Sénégal, capturé lors d'une razzia alors qu'il pêchait près de l'embouchure du fleuve Gambie. Il était arrivé en juin 1843, plein de rage et de révolte. Il avait tenu 6 semaines. Son corps avait été retrouvé dans les bois environnants, officiellement victime d'une tentative de fuite qui avait mal tourné. Le deuxième, Moussa, était plus jeune. 25 ans, le regard doux de ceux qui n'ont pas encore compris dans quel enfer ils ont atterri. Les veuves l'avaient brisé en 2 mois. Un matin, on l'avait retrouvé pendu dans l'écurie. Suicide, avait conclu le médecin appelé en toute discrétion. Les 5 autres avaient connu des sorts similaires. Épuisement, accident, disparition. Chaque été, un nouveau venu. Chaque automne, un départ silencieux vers une tombe sans nom, quelque part dans les terres du domaine. Le 15 juin 1850, la voiture noire franchit les grilles de Ravenswood Manor peu avant le coucher du soleil. À l'intérieur, les mains enchaînées, un homme regardait par la fenêtre ce paysage qu'il ne connaissait pas. Sékou avait 34 ans. Grand, les épaules larges, le visage marqué par des scarifications traditionnelles qui témoignaient de son rang dans son village natal, il n'avait rien d'un homme soumis. Il était né dans un village wolof, près de Saint-Louis du Sénégal. Son père était forgeron, sa mère guérisseuse. Lui-même avait appris les 2 arts, celui de façonner le métal et celui de soigner les corps. Dans son village, on le respectait. On venait de loin pour lui demander conseil. Il avait une femme, Aminata, et 2 enfants qu'il n'avait jamais revus depuis cette nuit de janvier 1849. Les négriers étaient arrivés à l'aube, quand le village dormait encore. Des hommes armés de fusils et de machettes, guidés par un chef rival qui avait vendu les siens pour quelques barils de poudre. Ils avaient brûlé les cases, tué les anciens qui résistaient, enchaîné tous ceux qui pouvaient encore marcher. Sékou avait vu son père tomber sous les coups, sa mère traîner dans une direction opposée. Il ignorait si elle vivait encore. Sékou avait passé 6 mois sur une plantation en Louisiane, celle d'un certain monsieur Thibaudot, un créole aux manières raffinées et au cœur de pierre. C'est là qu'il avait appris quelques mots d'anglais et de français, là qu'il avait compris comment fonctionnait le monde des Blancs. Un intermédiaire l'avait remarqué lors d'une vente, grand, robuste, l'air intelligent, exactement ce que réclamaient ses clients d'Angleterre. Il avait été vendu pour 300 livres sterling, une somme considérable, et embarqué sur un navire marchand qu'il avait déposé à Liverpool 2 semaines plus tôt. Quand la voiture s'arrêta devant le perron du manoir, Lady Constance l'attendait. Elle portait une robe noire, comme toujours, et tenait dans sa main une cravache en cuir tressé.
À ses côtés se tenaient deux domestiques anglais au regard vide, habitués à ne rien voir et à ne rien dire. Sékou descendit de la voiture. Il regarda le manoir, puis la femme qui lui faisait face. Il ne baissa pas les yeux. Ce simple geste, cette absence de soumission immédiate, fit naître sur les lèvres de Constance un sourire qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps. « Celui-là sera intéressant », murmura-t-elle à Rosalin qui venait de la rejoindre. « Regardez-le. Il ne sait pas encore ce qu'il attend, mais il refuse déjà de plier. »« Ils refusent tous au début, » répondit Rosalin. « Ils finissent tous par supplier à la fin. » Dès le premier soir, Sékou comprit dans quel piège il était tombé. On l'installa dans une chambre au sous-sol du manoir, une pièce sans fenêtre, avec un lit étroit et une bassine d'eau. Un domestique lui apporta un repas frugal et lui expliqua les règles dans un français approximatif, la seule langue qu'ils avaient en commun. Il appartenait à toutes les dames du pensionnat. Chacune d'elles avait ses heures avec lui, définies selon un emploi du temps strict. Le matin appartenait à Lady Constance. L'après-midi était partagé entre les autres membres de l'ordre. Les soirées étaient réservées aux réunions collectives, ces cérémonies étranges où les 8 femmes se rassemblaient pour des rituels dont le domestique refusa de parler davantage. Les nuits, en théorie, étaient à lui. Mais Sékou comprendrait vite que cette liberté était illusoire. Les veuves venaient le chercher à toute heure, selon leurs humeurs, leurs insomnies, leurs désirs soudains. Il n'aurait jamais le temps de récupérer véritablement. Il y avait aussi les cérémonies. Ces réunions nocturnes où les 8 femmes se rassemblaient dans la grande salle du manoir, vêtues de robes noires, le visage à moitié masqué. Elles avaient créé leur propre rituel, un mélange de paganisme ancien et de pratiques qu'elles avaient inventé pour célébrer leur pouvoir retrouvé. Sékou devait y participer, servir, obéir à des ordres absurdes ou humiliants, pendant que les veuves buvaient du vin et commentaient ses réactions comme on commente le jeu d'un acteur sur scène. « Combien de temps les autres ont-ils tenu ?» demanda Sékou au domestique avant qu'il ne parte. L'homme hésita. Puis, dans un murmure, le plus résistant a duré 11 semaines. Ne cherchez pas à battre ce record. Trouvez plutôt un moyen de partir avant qu'il ne soit trop tard. Et comment sont-ils partis, ceux qui n'ont pas tenu? Le domestique ne répondit pas. Il ferma la porte derrière lui et Sékou entendit le cliquetis de la serrure. Lady Constance convoqua Sékou dès le lendemain matin. Il fut amené dans ses appartements privés, une suite luxueuse au premier étage, décorée de tentures cramoisies et de meubles en acajou. Constance était assise près de la fenêtre, un livre à la main. Elle ne leva pas les yeux quand il entra. « On m'a dit que tu étais forgeron et guérisseur dans ton pays, » dit-elle enfin. « Est-ce vrai ?» Sékou resta silencieux. Constance ferma son livre et le regarda pour la première fois. « Je t'ai posé une question. Dans cette maison, quand je pose une question, j'obtiens une réponse. »« C'est vrai, » répondit Sékou d'une voix neutre. « Un homme qui sait façonner le métal et soigner les corps. Voilà qui est rare. » Elle se leva et s'approcha de lui. Les autres avant toi étaient en des brutes sans esprit, des corps robustes mais des têtes vides. Toi, tu as quelque chose dans le regard, une flamme. J'aime ça. Elle fit le tour de Sékou, l'examinant comme on examine un cheval avant l'achat. Ses doigts effleurèrent les cicatrices sur ses bras, les marques de fouet qu'il avait reçues en Louisiane. Les Américains ne savent pas traiter leurs possessions, commenta-t-elle. Ils abîment tout ce qu'ils touchent. Nous sommes plus raffinés. Sékou garda le silence. Il avait compris une chose essentielle. Ces femmes ne voulaient pas seulement son corps. Elles voulaient sa soumission, son humiliation. Tant qu'il ne leur donnerait pas cela, tant qu'il garderait cette flamme dont Constance venait de parler, il aurait un avantage sur elle. Les semaines qui suivirent furent un enfer méthodique. Chaque jour apportait son lot d'humiliations et d'épreuves. Les 8 veuves avaient chacune leurs exigences, leurs perversions, leur manière de rappeler à Sékou qu'il n'était rien d'autre qu'un objet entre leurs mains. Lady Béatrice était la plus cruelle. Elle aimait les jeux qui laissaient des marques, les cordes qui entaillèrent la peau, les positions qui faisaient hurler les muscles. Elle avait appris ces techniques dans des livres qu'elle gardait cachés dans sa chambre, des ouvrages ramenés de France qui décrivaient des pratiques interdites. Pour elle, la douleur de Sékou était une forme d'art,
Lady Rosalind préférait l'humiliation psychologique. Elle le forçait à ramper devant elle, à la supplier pour des miettes de nourriture, à réciter des phrases dégradantes qu'elle inventait pour l'occasion. Elle photographiait chaque scène dans sa mémoire, savourant le pouvoir absolu qu'elle exerçait sur un homme, elle qui avait été si longtemps impuissante face au baron Ashcroft. Lady Evangeline et Lady Prudence agissaient souvent ensemble. Elle transformait Sekou en spectacle pour leur amusement, le forçant à danser, à chanter des chansons de son pays qu'elle ne comprenait pas mais dont elle se moquait, à jouer des rôles humiliants qu'elles improvisaient dans un mélange de cruauté et d'ennui. Mais Sekou tenait. Contrairement aux autres avant lui, il ne s'effondrait pas. Chaque nuit, dans sa cellule du sous-sol, il méditait comme son père le lui avait appris. Il visualisait son village, le fleuve Sénégal au coucher du soleil, le sourire de sa mère. Il se raccrochait à ce qu'il était vraiment, refusant de devenir ce que ses femmes voulaient faire de lui. Parmi les 8 veuves, Lady Helena Sterling était différente. Sekou l'avait remarqué dès les premiers jours. Elle participait au rituel collectif, obéissait aux règles de l'ordre, mais quelque chose dans son regard trahissait un malaise profond. Quand c'était son tour de passer du temps avec Sekou, elle ne le torturait pas. Elle lui parlait. « Tu me regardes différemment des autres », lui dit-elle un après-midi, alors qu'ils étaient seuls dans sa chambre. « Pourquoi ?»« Parce que vous êtes différente », répondit Sekou. « Vous n'aimez pas ce que vous faites ici. » Helena détourna les yeux. « Tu ne sais rien de moi. Je sais reconnaître quelqu'un qui souffre. C'était mon métier, autrefois. Guérir les corps et les esprits. » Helena resta silencieuse un long moment. Puis elle commença à parler. De son mariage à 16 ans avec le comte de Stirling, un homme froid et distant qui la traitait comme un meuble. De ses années de solitude dans un château des Highlands écossais, où elle n'avait pour compagnie que les domestiques et les livres, de la mort du comte, et de cette liberté soudaine qu'elle ne savait pas comment utiliser. « Constance m'a recueilli, expliqua-t-elle. Elle m'a dit que j'avais le droit de reprendre ce qu'on m'avait volé, que je méritais de dominer au lieu d'être dominé. Au début, j'y ai cru. Maintenant. Maintenant vous voyez la vérité, compléta Sekou. Vous êtes devenu ce que vous détestiez, l'arbi. Helena le regarda avec une intensité nouvelle. Comment fais-tu pour rester aussi calme? Les autres avant toi suppliaient, pleuraient, se brisaient. Toi, on dirait que rien ne t'atteint. Tout m'atteint, répondit Sekou. Mais je refuse de leur donner ce qu'elles veulent vraiment. Ma destruction intérieure. Mon corps, elles peuvent le prendre. Mon esprit, jamais, vide. À partir de ce jour, quelque chose changea entre Helena et Sekou. Leurs heures ensemble devinrent des conversations, des confidences, des moments de paix au milieu de l'horreur quotidienne. Helena lui apportait des livres en cachette, lui apprenait à mieux parler anglais, lui racontait l'histoire de ce pays qu'il ne connaissait pas. Sekou, en échange, lui parlait de l'Afrique, de son village, des légendes que sa mère lui racontait quand il était enfant. Un soir, alors qu'ils étaient assis côte à côte près de la fenêtre de sa chambre, Helena posa sa main sur celle de Sekou. C'était un geste simple, presque anodin, mais il contenait tout ce qu'elle ne savait pas dire. Elle n'était plus sa geôlière, il n'était plus son prisonnier. Ils étaient 2 êtres humains perdus dans un monde de cruauté, et qui se raccrochaient l'un à l'autre pour ne pas sombrer. Et sans qu'aucun des deux ne l'ait voulu, un sentiment interdit commença à naître. Ils savaient tous deux que c'était dangereux, peut-être même fatal. Mais parfois, le cœur refuse d'obéir à la raison. Au début du 2e mois, Sekou fit une découverte qui allait tout changer. Une nuit, profitant d'un moment d'inattention du domestique qui avait oublié de verrouiller sa porte, il explora le sous-sol du manoir. Les couloirs étaient sombres, humides et sentaient le moisi. Il passa devant des réserves de vin, des entrepôts de provisions, des pièces vides dont les portes grinçaient sur leurs gonds rouillés. Dans une pièce abandonnée, derrière une pile de malles poussiéreuses, il trouva un coffre en bois. Le verrou était cassé depuis longtemps. Sekou l'ouvrit avec précaution, ne sachant pas ce qu'il allait découvrir. À l'intérieur, des documents, des lettres, des journaux intimes, des listes, les noms des 7 hommes qui l'avaient précédé à Ravenswood. À côté de chaque nom, une date d'arrivée, une date de départ.
et une note succincte expliquant les circonstances. Youssouf. Juin 1843, août 1843. Tentative de fuite. Abattu par les gardes. Moussa. Juin 1844, août 1844. Suicide par pendaison. Bakary. Juin 1845, septembre 1845. Épuisement. Corps enterrés dans le bois nord. Amadou. Juin 1846, juillet 1846. Accident durant un rituel. Hémorragie interne. Oumar. Juin 1847 à août 1847. Noyade dans l'étang du domaine. Diallo. Juin 1848 à août 1848. Empoisonnement accidentel. Ibrahima. Juin 1849, septembre 1849. Crise cardiaque. Corps incinéré. Sékou lut et relut cette liste funèbre. 7 hommes, 7 vies volées, 7 corps cachés quelque part sur ce domaine maudit. Et maintenant, son propre nom s'ajouterait bientôt à cette liste si rien ne changeait. Mais il y avait autre chose dans le coffre. Un journal intime, celui de Lady Constance elle-même. Sékou l'ouvrit et commença à lire. Ce qu'il découvrit dans ces pages le glaça plus encore que la liste des morts. Lady Constance n'agissait pas seule. Son journal révélait l'existence d'un réseau bien plus vaste que ce simple pensionnat. Des aristocrates à travers toute l'Angleterre, des hommes et des femmes de pouvoir, participaient à ce qu'elle appelait le grand jeu. Des soirées secrètes organisées dans des manoirs isolés, où l'on trafiquait des êtres humains pour le plaisir des puissants. Ravenswood n'était qu'un maillon de cette chaîne. Le journal mentionnait des noms. Lord Whitmore, le magistrat du comté, bien sûr, mais aussi le duc de Hereford, le vicomte de Salisbury, Lady Pemberton de Bath, et une douzaine d'autres personnalités de la haute société britannique. Tous impliqués, tous complices, tous protégés par leur rang et leur fortune. Constance décrivait également les origines de sa haine. Son propre père l'avait vendue au marquis de Blackwood quand elle avait 15 ans, en échange de l'effacement de dettes de jeu. Elle avait été traitée comme une marchandise avant même d'être une épouse. Cette blessure originelle avait fait d'elle ce qu'elle était devenue, une femme incapable de voir les autres autrement que comme des objets à posséder ou à détruire. Sékou referma le journal et resta longtemps immobile dans l'obscurité. Il comprenait maintenant l'ampleur de ce à quoi il faisait face. Ce n'était pas simplement 8 femmes brisées qui jouaient à des jeux cruels. C'était tout un système, une organisation qui s'étendait bien au-delà des murs de Ravenswood. Le lendemain, Sékou prit une décision. Il ne pouvait pas s'échapper seul. Même s'il réussissait à quitter le domaine, où irait-il? Un homme noir dans l'Angleterre de 1850, sans papier, sans argent, sans connaître la langue ni le pays. Il serait repris en quelques jours, ramené ici et tué comme les autres avant lui. Il avait besoin d'un allié à l'intérieur, et cet allié ne pouvait être qu'Helena. Lors de leur prochaine rencontre, il lui révéla ce qu'il avait découvert. Le coffre, les documents, le journal de Constance, le réseau. Helena l'écouta en silence, le visage de plus en plus pâle à mesure qu'il parlait. « Je savais que des hommes étaient morts ici », murmura-t-elle quand il eut terminé. « Mais je pensais que c'était des accidents, des malheurs. Je ne savais pas que c'était organisé. » « Vous ne vouliez pas savoir, » corrigea Sékou doucement. « Il y a une différence. » Helena ne protesta pas. Il avait raison, et elle le savait. « Que voulez-vous que je fasse » demanda-t-elle. « M'aider à survivre, et si possible, à faire tomber tout cela. » Helena le regarda longuement. Puis elle hocha la tête. « Je ne sais pas si c'est possible. Constance a des appuis partout. Lord Whitmore lui est entièrement dévoué. Et les autres veuves, elles sont dangereuses. Alors nous devrons être plus intelligents qu'elles. » 3 semaines plus tard, Helena découvrit qu'elle était enceinte. Elle n'avait pas été avec un homme depuis la mort de son mari, des années plus tôt. Il n'y avait aucun doute possible sur l'identité du père. La nouvelle la terrifia. Si les autres l'apprenaient, ce serait la fin. Non seulement pour Sékou, mais pour elle aussi. L'ordre du lys noir n'accepterait jamais qu'une de ses membres porte l'enfant d'un esclave. C'était une trahison impardonnable.
une souillure de leurs principes les plus fondamentaux. Helena commença à porter des robes plus amples, à prétendre des malaises qui l'obligeaient à rester dans sa chambre. Elle mangeait seule, évitait les réunions de l'ordre aussi souvent que possible. Mais dans une communauté aussi fermée, les secrets ne restaient jamais longtemps cachés. Lady Béatrice fut la première à avoir des soupçons. Elle avait remarqué les absences d'Helena, ses regards différents quand elle croisait ses coups, cette douceur nouvelle qui ne correspondait pas à ce qu'on attendait d'une membre de l'ordre. Un soir, elle fit part de ses doutes à Lady Constance. « Helena nous cache quelque chose, dit-elle. Elle n'est plus la même depuis que le nouveau est arrivé. Va. » Constance fronça les sourcils. « Qu'insinuez-vous » ? « Je n'insinue rien. Je constate. Surveillez-la, et vous verrez ce que je veux dire. » Constance décida d'agir. Un matin, alors qu'Helena pensait être seule dans sa chambre, la porte s'ouvrit brusquement. Constance entra, suivie de Rosalinde et de Béatrice. « Déshabillez-vous » ordonna Constance d'une voix glaciale. Helena recula contre le mur. « Je vous demande pardon ?» « Vous m'avez parfaitement entendu. Il paraît que vous avez pris du poids ces dernières semaines. Je veux voir par moi-même. » Helena tenta de protester, de gagner du temps, mais les trois femmes s'avancèrent vers elle. Béatrice lui arracha sa robe, révélant ce qu'Helena avait désespérément tenté de cacher, un ventre légèrement arrondi, cette courbe caractéristique des premiers mois de grossesse. Le silence qui suivit fut plus terrible que n'importe quel cri. « Depuis combien de temps ?» demanda Constance d'une voix blanche. « 3 mois, murmura Helena. « L'esclave ?» Helena ne répondit pas, mais son silence était suffisant. Constance la gifla avec une force qui la fit tomber au sol. « Idiote! Petite idiote sentimentale! Vous savez ce que cela signifie ?» Elle se tourna vers Rosalinde. « Enfermez-la dans la chambre du fond. Personne ne doit la voir ni lui parler. Quant à l'esclave, son visage se durcit encore. Amenez-le-moi. Immédiatement. Bah !» Sékou fut traîné dans le grand salon, celui où l'ordre se réunissait pour ses rituels. Les 8 veuves étaient en présence, assises en demi-cercle face à lui. Lady Constance se tenait au centre, la cravache à la main. « Tu sais pourquoi tu es ici ?» dit-elle. Sékou ne répondit pas. Il cherchait Helena du regard, mais elle n'était pas là. « L'une de nous a commis l'erreur de s'attacher à toi. Pire encore, elle porte ton enfant. Une abomination qui ne verra jamais le jour, je peux te l'assurer. » Constance fit quelques pas vers lui. La question qui se pose maintenant est « Que faire de toi ?» « Le tuer » lança Béatrice. « Comme les autres. Pas besoin de complications. »« L'enterrer vivant » suggéra Rosalinde. « Il le mérite pour avoir corrompu l'une d'entre nous. Va » Les suggestions fusèrent, chacune plus cruelle que la précédente. Sékou les écouta sans broncher. Il savait que sa mort était probable, peut-être même inévitable. Mais il refusait de leur donner la satisfaction de le voir supplier. Finalement, Constance leva la main pour faire taire les autres. « J'ai une meilleure idée, » dit-elle avec un sourire qui ne présageait rien de bon. « Nous allons organiser une cérémonie spéciale. Inviter nos amis du réseau. Faire de sa mort un spectacle dont on parlera longtemps. » Elle se tourna vers les domestiques. « Enfermez-le dans la cave à vin, sans nourriture ni eau. La cérémonie aura lieu dans 3 jours, quand nos invités seront arrivés. » Helena n'était pas aussi surveillée qu'elle aurait dû l'être. Les veuves la considéraient comme brisée, incapable de réagir. C'était leur erreur. Le deuxième soir, elle réussit à forcer la serrure de sa chambre avec une épingle à cheveux, une technique qu'elle avait apprise dans un roman qu'elle avait lu des années plus tôt. Elle se glissa dans les couloirs silencieux du manoir, évitant les domestiques, descendit jusqu'à la cave à vin où Sékou était retenu. Elle le trouva affaibli mais conscient, assis contre le mur dans l'obscurité. « Je suis venu te faire sortir » murmura-t-elle. « Et allez où ? Nous ne passerons jamais les grilles. » Il y a un passage, un ancien tunnel qui part des caves et rejoint la forêt, à un demi-mile d'ici. Constance ne sait pas que je le connais. Je l'ai découvert par hasard il y a 2 ans. Sékou se leva, chancelant. Et ensuite, même si nous atteignons la forêt, ils nous traqueront.
Il y a un village, Millbrook, à 6 miles au sud. Le pasteur, le révérend Thomas Ogilvy, est un abolitionniste. Il fait partie d'un réseau qui aide les esclaves fugitifs à rejoindre le continent. Si nous pouvons l'atteindre, il nous cachera. Sekou la regarda. Cette femme qu'il avait d'abord vue comme une de ses bourreaux était en train de risquer sa vie pour lui. Pour eux. L'enfant, dit-il. Que va-t-il se passer? Je ne sais pas, avoua Helena. Mais je refuse qu'il naisse dans ce monde de cruauté. S'il doit naître, ce sera libre. Le tunnel était étroit, humide, et semblait ne jamais finir. Helena et Sekou avancèrent dans l'obscurité pendant ce qui leur parut des heures, trébuchant sur des racines, se cognant contre des parois de terre. Helena portait une petite lanterne qu'elle avait dérobée dans la cuisine, mais son huile s'épuisait rapidement. Enfin, ils aperçurent une lueur au loin, la sortie. Ils émergèrent dans la forêt, sous un ciel étoilé. L'air frais de la nuit était le plus doux qu'ils aient jamais respiré. Mais ils n'avaient pas le temps de savourer leur liberté. À tout moment, on pouvait découvrir leur évasion. Ils se mirent en route vers le sud, guidés par les étoiles comme Sekou l'avait appris dans son enfance, traversant les bois et les champs, évitant les routes où ils auraient pu être repérés. Au lever du soleil, ils atteignirent les abords de Millbrook. C'était un petit village paisible, avec son église au clocher de pierre et ses maisons de paysans. Helena frappa à la porte du presbytère. Le révérend Thomas Ogilvy était un homme d'une 60aine d'années, au regard bienveillant et aux mains calleuses de celui qui n'hésite pas à travailler au champ avec ses paroissiens. Quand il vit Helena et Sekou sur son seuil, épuisés, sales, terrifiés, il comprit immédiatement ce qui se passait. « Entrez », dit-il simplement. « Vite, Unda ». Il les fit asseoir près du feu, leur donna du pain et du lait chaud, puis écouta leur histoire sans les interrompre. Quand ils eurent terminé, il resta silencieux un long moment, les yeux fixés sur les flammes. « Je connais Ravenswood Manor », dit-il enfin. « Tout le comté connaît ce lieu, même si personne n'ose en parler ouvertement. J'ai entendu les rumeurs, j'ai vu les voitures arriver chaque été. J'ai prié pour les âmes de ceux qui y entraient et n'en ressortaient jamais. » Il se tourna vers Sekou. « Vous êtes le premier à en sortir vivant. »« Que pouvez-vous faire pour nous ?» demanda Helena. Le révérend sourit. « Plus que vous ne l'imaginez, Lady Sterling. Je fais partie d'un réseau qui œuvre depuis des années pour aider ceux qui fuient l'esclavage. Nous avons des contacts à Londres, à Bristol, jusqu'en France et au-delà. Nous pouvons vous faire quitter le pays, vous donner une nouvelle identité, une nouvelle vie. » Pendant ce temps, à Ravenswood Manor, la disparition de Sekou et d'Helena avait été découverte à l'aube. Lady Constance entra dans une colère froide, bien plus terrifiante que n'importe quel éclat de rage. Elle envoya des hommes fouiller la forêt, alerta Lord Whitmore, mobilisa tout son réseau. Mais elle avait sous-estimé le révérend Ogilvy. Cet homme discret était en réalité l'un des maillons les plus importants du réseau abolitionniste britannique. Il avait des contacts à Londres, à Liverpool, jusqu'au Parlement lui-même. Dès qu'il comprit d'où venaient ses protégés et ce qu'ils avaient vécu, il envoya des messages à ses alliés. Une semaine plus tard, un inspecteur de Scotland Yard se présenta aux grilles de Ravenswood Manor. Pas n'importe quel inspecteur, l'inspecteur William Hartington, un homme incorruptible, réputé pour son intégrité absolue, qui avait été prévenu par des sources qu'il ne pouvait ignorer. Il était accompagné d'une douzaine de constables armés et d'un mandat signé par le Home Secretary lui-même. Lady Constance tenta d'abord la ruse, puis les menaces, puis les pots de vin. Rien n'y fit. Hartington avait reçu des ordres directs de Londres, et même les relations de Constance au Parlement ne pouvaient plus la protéger. Le scandale avait déjà commencé à fuiter dans la presse, grâce au contact du révérend Ogilvy. Trop de gens savaient désormais. Étouffer l'affaire était devenu impossible. L'enquête qui suivit révéla l'horreur dans son intégralité. Les corps des 7 esclaves furent exhumés du bois nord, dans des tombes anonymes à peine couvertes de terre. Certains portaient encore les traces des sévices qu'ils avaient subis. Le journal de Lady Constance fut saisi, ainsi que des centaines de lettres échangées avec d'autres membres du réseau. Les témoignages de domestiques, longtemps terrorisés et réduits au silence, affluèrent une fois qu'ils comprirent qu'ils ne risquaient plus rien. Le scandale fut immense. La presse s'en empara,
malgré les tentatives d'étouffement de certains aristocrates impliqués. Lady Constance Blackwood fut arrêtée, ainsi que Lady Beatrice Cromwell et Lady Rosalind Ashcroft. Les autres membres de l'ordre s'enfuirent ou tentèrent de se suicider. Lord Whitmore, le magistrat corrompu, se tira une balle dans la tête avant qu'on vienne le chercher. Sekou et Helena ne restèrent pas en Angleterre. C'était trop dangereux. Avec l'aide du réseau abolitionniste, ils embarquèrent sur un navire en partance pour la France, puis gagnèrent la Suisse, un pays neutre où ils pourraient vivre en paix. Leur enfant naquit à Genève, au printemps 1851. Un garçon qu'ils appelèrent Thomas, en hommage au révérend qui leur avait sauvé la vie. Il avait les yeux clairs de sa mère et la peau sombre de son père, un mélange parfait de deux mondes que tout opposait et que l'amour avait réunis. Quand Sekou le tenait dans ses bras pour la première fois, il pensa à ses propres enfants, ceux qu'il avait perdus, ceux qu'il ne reverrait jamais, mais il refusa de laisser le chagrin gâcher ce moment. Cet enfant était sa nouvelle chance, son nouveau départ. Sekou ne retourna jamais au Sénégal. C'était trop loin, trop dangereux, et le village de son enfance n'existait probablement plus après le raid des négriers. Mais il transmit à son fils tout ce qu'il savait de sa culture, de ses traditions, de ses ancêtres, la langue wolof, les chants de son peuple, les histoires que sa mère lui racontait au coin du feu. Thomas grandit entre deux cultures, deux langues, deux héritages, et il en fit sa force. Helena, elle, ne regretta jamais son choix. Elle avait perdu son rang, sa fortune, sa place dans la société britannique. Mais elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux, une vie authentique, un amour véritable et un enfant qui grandissait libre.